Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Tête à Tête, l'émission qui traite de la jeunesse, de la citoyenneté, mais aussi de l'entrepreneuriat. Pour ce numéro, nous accueillons Pape Amadou Fall. Salam alaikum Pape, comment tu vas? Bonjour, tu vas bien? Ça va, je vais bien, merci. Pape Amadou Fall, étudiant en... D'ailleurs, avant d'être étudiant en doctorat, tu as fait tes études en droit public. Effectivement, oui. Tu as eu ton master en droit public, option? En droit des politiques publiques et du développement. Et après ça, tu as soutenu ton mémoire sur la régulation de l'industrie pétrolière du Sénégal face au défi du paradoxe de l'abondance. Ok, ce qui a amené carrément la logique à poursuivre tes études dans le domaine pétrolier, dans le domaine des hydrocarbures. Exactement. Via un doctorat. Exactement. Un doctorat que tu es en train de faire actuellement en cours tutelle international entre l'Université de Bourgogne, en France, et l'Université Cheikh Anta Diop, notre chère Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Exactement. Garder la filiale nationale. Exactement. Et par rapport à ça, Pape Amadou Fall, quelles ont été les motivations pour carrément faire un doctorat? Un doctorat, de nos jours, on voit très peu de jeunes poursuivre leurs études jusqu'à l'obtention d'un doctorat. Ce n'est pas du tout évident, surtout pour le jeune qui est actuellement au Sénégal, bien que la co-tutelle se fait entre une université basée en France et une université qui est au Sénégal. Oui, c'est clair, comme tu viens de le dire, on est dans une société maintenant où à peu près tous les étudiants ont un niveau d'études qui se limite à un bac plus 5. Après, pour ma part, c'est par pure passion parce que j'adore le droit. J'ai baigné dans un environnement juridique parce que mon père est un juriste pur qui travaille à la CEDEAO au Nigeria. Et c'est à travers le métier qu'il exerçait. Et comme j'ai baigné dans ce métier, dès le collège, j'ai su que j'allais faire du droit, c'était ma voie. La preuve en est que je voulais même travailler dans la justice. Être ministre de la Justice. Effectivement. Donc, comme un certain Ismaël Madior Fall, par exemple. Okay. Donc, c'est ces raisons-là qui m'ont poussé à faire du droit, par pure passion, parce que mon père est un juriste. Et puis, bon, je suis issu d'une famille d'enseignants aussi. Okay. Donc, à la lumière de tous ces éléments-là, le droit m'a paru être la filière normale et logique. Pourquoi le choix d'un doctorat dans un domaine qui est quand même assez sensible, qui est le droit des hydrocarbures? Oui. Un domaine aussi qui est en vogue au Sénégal actuellement. Justement, le droit des hydrocarbures, c'est une branche du droit, on va dire, très méconnue en Afrique en général. C'est même pas le cas du Sénégal, mais c'est en Afrique en général. Donc, avec les récentes découvertes de pétrole et de gaz, il m'a paru important, loin de vouloir être prétentieux, mais d'apporter quelque chose, une doctrine à la recherche scientifique, notamment dans le domaine du droit pétrolier au Sénégal, parce que c'est un domaine qui me semble encore inexploré par la science, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on n'avait pas encore un potentiel en hydrocarbures qui était confirmé. Ça, c'est sûr. Et donc, toutes ces raisons-là m'ont poussé à continuer en thèse sur le régime juridique de l'amont pétrolier du Sénégal, dans l'optique d'apporter quelque chose qui pourra servir à l'avenir. Pas que moi seul, j'espère que d'autres le feront aussi. Et donc, voilà. Et par rapport à ce domaine, à ce secteur qui est vraiment actuellement méconnu par le grand public sénégalais, par les Sénégalais, par même les Africains, je dirais, à ton avis, est-ce qu'on peut faire un état des lieux du secteur actuellement au Sénégal? Peux-tu nous faire un état des lieux? Donc, tout d'abord, il faut que les gens comprennent que les recherches pétrolières au Sénégal ont débuté depuis les années 50, 1950. C'est pas que maintenant. Toutefois, c'était des recherches qui se sont soldées par des échecs parce que soit on découvrait de l'huile lourde, qu'on ne peut pas exporter et qu'on ne peut pas transformer, ou bien les recherches se limitaient uniquement aux zones onshore. Par zone onshore sont les zones sur terre. Donc, et au fil des années, on s'est rendu compte peut-être qu'il y aurait eu un potentiel en offshore profond, c'est-à-dire les recherches en haute mer. Et c'est ce qui s'est passé au fil des années. Il a été avéré que le Sénégal dispose d'un potentiel en hydrocarbures confirmé en zone offshore profond.
Et par conséquent, entre 2015 et 2018, d'importantes réserves de gaz et de pétrole ont été trouvées dans ces zones-là précises. Est-ce que le Sénégal a prévu par rapport à ce secteur un régime juridique vraiment qui nous permet de pouvoir bénéficier de ces ressources naturelles? Parce qu'à ce qui paraît, le régime juridique qui était en place date de 1998. Effectivement, avant même 1998, parce qu'il y a eu 2 codes pétroliers qui ont été édictés entre les années 1960 et les années 1980. Mais la législation en vigueur, c'est-à-dire la législation qui s'applique actuellement aux contrats pétroliers, est la législation de janvier 1998 portant code pétrolier. Et c'est avec ce code pétrolier-là que sont régies les relations contractuelles entre l'État et les compagnies pétrolières et aussi le transfert des hydrocarbures. Et donc, pour répondre à votre question, oui, il y a un régime juridique précis qui, lorsqu'il a été mis en place, avait un enjeu complètement différent de l'enjeu actuel des choses. Je m'explique. Lorsque le code pétrolier a été voté en 1998, d'ailleurs, même si on étudie l'exposé des motifs du code, l'objectif du gouvernement sénégalais, du gouvernement d'Abdou Diouf à l'époque, était d'attirer des investisseurs parce que le potentiel en hydrocarbures n'était pas encore confirmé et donc il fallait plus d'investisseurs pour accentuer les recherches. Par conséquent, il y a eu des incitations fiscales qui ont été mises en place pour qu'il y ait le moins de taxes, le moins d'impôts possible afin d'attirer les investisseurs. Et par rapport à ce régime fiscal, ce régime juridique, autant pour moi, on peut considérer ce régime juridique comme étant obsolète actuellement, vu que le potentiel en hydrocarbures du Sénégal vient d'être confirmé ou bien a été confirmé il y a quelques mois. Bon, dire que le régime juridique est obsolète, pour moi, c'est y aller un peu fort. Toutefois, il y a des améliorations à faire, améliorations d'ailleurs qui ont été faites dans le nouveau code pétrolier, qui a été voté il y a 2 semaines à l'Assemblée nationale, mais qui n'est pas encore en vigueur. Il n'est pas obsolète, mais il est clair que c'est un code qui était adapté à un environnement différent de celui qu'on connaît actuellement. Et donc, il y a certes des améliorations à faire, mais une chose est sûre, c'est qu'avec avec la législation en vigueur, l'État reste toujours majoritaire dans le partage de la rente pétrolière. Et donc ça, c'est à souligner objectivement. Ouais, ça c'est à souligner. Mais bon, on peut dire qu'il était obsolète vu que le potentiel en hydrocarbures du Sénégal n'était pas vraiment confirmé et que ce régime présentait beaucoup d'avantages pour les investisseurs. Et par rapport à ça, à ce qui paraît, beaucoup de contrats ont été signés après que le potentiel en hydrocarbures du Sénégal ait été confirmé. Une quinzaine de contrats ont été signés avec des entreprises internationales, alors que le potentiel en hydrocarbures était déjà confirmé. Il y a donc un manquement. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'entends votre opinion sur cette question. Mais lorsqu'on est dans un domaine purement juridique, il y a certaines procédures à respecter. Déjà, sous un angle purement économique, ça se trouve que l'État du Sénégal ne pouvait pas attendre de voter une nouvelle loi afin de signer de nouveaux contrats. Peut-être parce qu'avant de signer ces lois, il y a des procédures, il y a les travaux à l'Assemblée nationale. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à régler. La preuve en est que depuis qu'il y a eu ce projet de loi portant un nouveau code pétrolier et le vote de ce dit projet, presque 2 années se sont écoulées. Puisqu'il a été signé il y a 2 semaines. Effectivement. Donc, est-ce qu'économiquement, l'État est gagnant en attendant 2 ans pour pouvoir édicter un nouveau code pétrolier et faire signer ses contrats? Peut-être d'un point de vue purement économique, d'un point de vue, comme on dit, business is business, l'État ne peut pas attendre. Et que les blocs sont aussi convoités. Donc lorsque ces blocs-là sont convoités, est-ce que l'État se trouve dans une position de refuser cette convoitise? C'est une question qu'il faudrait se poser. Mais c'est un code qui n'est pas obsolète, mais par contre connaît des manquements qui ont été comblés par l'État. Et pour moi, c'est à saluer quand même. Malgré toutes les critiques qu'on peut entendre vis-à-vis de ce nouveau code pétrolier. Par rapport à ce domaine, il y a beaucoup de choses qui sont méconnues.
notamment les régimes pétroliers. Peux-tu nous parler un petit peu des types de régimes pétroliers qui existent? Alors, selon l'Association des pays producteurs africains, il y a 3 types de régimes pétroliers. On a un régime pétrolier ad hoc, un régime pétrolier fixe et un régime pétrolier hybride. Le Sénégal applique. Bon, déjà, je vais expliquer le contenu de ces trois régimes pétroliers. Pour le régime pétrolier fixe, toutes les dispositions législatives et contractuelles sont fixées à l'avance par la législation pétrolière. Donc, il n'y a aucune marge de manœuvre ou de négociation qui est laissée au ministère compétent qui gère les affaires pétrolières. Ensuite, on a un régime ad hoc. Et dans ce régime ad hoc, la législation pétrolière y est peu développée. Par conséquent, il y a une grande marge de manœuvre qui est laissée au ministère de l'énergie ou des hydrocarbures selon le pays pour gérer certaines questions contractuelles. Et ensuite, on a un régime hybride. Ce régime hybride se caractérise par une législation pétrolière assez développée, mais qui laisse un certain nombre de questions, que ce soit des questions d'ordre fiscal ou d'ordre économique, ces questions d'ordre économique sont laissées à la libre appréciation du ministre, et même notamment dans le choix des opérations, enfin des compagnies pétrolières. Et à la lumière de tout cela, on peut dire que le Sénégal a opté pour une préférence d'un régime type hybride. Qui présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Tout régime a des avantages et des inconvénients, mais dans ce régime hybride, la marge laissée au ministre de tutelle est quand même très importante. C'est ça le problème, parce que dans ce régime, le choix des compagnies pétrolières repose sur des considérations purement subjectives, parce qu'il n'y a pas de procédure d'appel d'offres permettant de choisir sur des critères objectifs les compagnies qui doivent opérer sur le sous-sol sénégalais. Exactement. Donc c'est le ministre qui décide. Au feeling, comme on dit. Au feeling, je ne sais pas. Parce que je pense que c'est des questions assez sérieuses pour que ça se traite au feeling. Exactement. Mais donc voilà, le choix des opérateurs pétroliers repose sur des considérations purement subjectives. Ensuite, les coûts d'investissement, le taux des coûts d'investissement que peuvent récupérer les compagnies pétrolières ne sont pas aussi fixés par la législation. C'est fixé par rapport au type de contrat qu'on donne, qu'on octroie aux compagnies pétrolières. Donc il y a toutes ces questions-là laissées à la bonne guise du ministre. Et pour moi, c'est ça le problème, surtout dans un pays où il faut une bonne gouvernance des ressources naturelles primordiale afin que ces dernières puissent bénéficier aux générations actuelles et futures. Donc, à ton avis, quel régime devrait-on appliquer au Sénégal? Ou bien quel type de régime est beaucoup plus en phase avec la réalité sénégalaise? Bon, je n'ai pas la prétention de dire tel régime est le mieux, mais juste à ton avis, est le mieux adapté. Que tu t'y connais. Mais, à mon humble avis, il faut mettre en place un régime dualiste, c'est-à-dire un régime qui allie deux types de modèles. Un modèle fixe, c'est-à-dire qu'on a une législation pétrolière forte qui fixe toutes les dispositions contractuelles, les dispositions économiques, les dispositions fiscales et environnementales, tout en laissant une certaine marge de manœuvre au ministre, notamment sur certaines questions, parce que dans tous les cas, tout régime bénéficie d'un principe et d'une exception. Parce que lorsqu'il n'y a que des principes, cette souplesse-là dont on a besoin pour travailler avec les compagnies pétrolières, elle est importante. Et par conséquent, je pense qu'il faudrait un régime fixe, mais avec une certaine souplesse qui propose des exceptions strictes afin que le ministre puisse déroger à certains principes, bien évidemment. Tu vas nous parler un petit peu des types de contrats de recherche qui existent au Sénégal. Parce qu'il paraît qu'il y a 2 types de contrats. Oui, il y a différents types de contrats pétroliers, mais les 2 types de contrats qui sortent souvent du lot
sont les contrats de concession et les contrats de recherche et de partage de production. CRPP. Ce sont les CRPP qu'on entend peut-être souvent dans la presse par rapport à des scandales. Bref, on en reviendra. Donc, on a deux types de contrats, les contrats de concession et les contrats de recherche et de partage de production. Les contrats de concession sont des contrats dans lesquels l'État cède au concessionnaire un gisement pétrolier. Par conséquent, le concessionnaire devient propriétaire de ce gisement. L'État n'est plus le propriétaire, mais c'est le concessionnaire. En d'autres termes, c'est lui qui gère, lorsqu'il y a une production sur le gisement, c'est lui qui gère le pétrole à sa bonne guise. En contrepartie, l'État récupère sa partie sur la base des impôts et des redevances. Donc l'État, pour récapituler, n'est plus propriétaire de son sous-sol. Il se contente juste en contrepartie, lorsqu'il y a une exploitation et une production, de récupérer ses coûts via les redevances et les impôts. Donc l'État perd une partie de sa souveraineté. Ce type de contrat n'attache pas les pays en développement. Non. Pourquoi? Parce que ce type de contrat, on les voit souvent dans les pays développés. Parce que dans les pays en voie de développement, il nous faut garder notre part de souveraineté sur les ressources naturelles. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, même au niveau géopolitique et géoéconomique, la souveraineté des ressources naturelles est souvent disputée. Pour le cas du Sénégal, on a opté pour une préférence portant sur les contrats de recherche et de partage de production. Pourquoi? Pourquoi? Tout d'abord, parce que c'est un type de contrat où l'État confère à une personne morale ou physique un gisement à des fins d'exploration et d'exploitation. Toutefois, à la fin de cette période d'exploitation, l'entreprise qui opère sur le sous-sol a l'obligation de rendre le périmètre qu'il a occupé. Toutefois, elle peut bénéficier d'une autorisation provisoire qui est de 2 ans dans la législation en vigueur, mais dans la nouvelle législation, l'autorisation provisoire sera de 6 mois. Voilà. Donc, dans les contrats de recherche et de partage de production, l'État garde la propriété exclusive de son sous-sol. En d'autres termes, l'opérateur vient, il effectue les travaux d'exploration, d'exploitation et de production, et à la fin de ces travaux, l'État et la compagnie pétrolière se partagent les gains de la rente pétrolière après récupération des coûts pétroliers investis par l'entreprise pétrolière. Donc, ce type de contrat est plus avantageux pour l'État du Sénégal que les contrats de concession. Donc, à ton tour, les CRPP sont nettement meilleurs pour le Sénégal que les contrats de concession. Je dirais pas meilleur, mais adapté Adapté à notre réalité. à nos réalités. Exactement. Pour revenir, qui parle pétrole parle actuellement aussi de fisc. Qu'est-ce qui se passe autour de ce domaine, l'aspect fiscal? Notamment, on va parler du bloc Kaya Offshore SAV. Il y a eu beaucoup de bruit par rapport à ça. Comment dirais-je? Il y a eu beaucoup de bruit par rapport à ça. Les contrats de cession qui ont été faits entre Petro-Tim, entre Franck Timis et Cosmos Energy. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? En réalité, il ne s'agissait pas de contrats de concession, mais de contrats de cession. Donc, il s'agissait ici de la cessibilité des titres miniers d'hydrocarbures. Parce que la loi pétrolière prévoit que des titres miniers d'hydrocarbures puissent faire l'objet de cession, sous réserve d'une autorisation préalable du ministère compétent, qui est en l'espèce le ministère du pétrole. En ce sens, il y a eu un CRPP qui a été signé sur le bloc de Kayar Offshore Profond et de Saint-Louis Offshore Profond entre l'État du Sénégal représenté par la Petrosen et Petro-Tim. Donc, dans la législation pétrolière, lorsqu'on a l'État qui signe un contrat pétrolier avec une compagnie pétrolière, les parts d'investissement sont déjà définies. En d'autres termes,
La compagnie pétrolière, comme Petrotim, qui veut venir investir au Sénégal, notamment en phase d'exploration, doit investir à hauteur de 90%. Petrosen garde les 10%, ce qui fait 100%. Toutefois, dans la pratique, Petrosen, dans ces 10%, ne supporte aucun risque d'investissement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Petrosen ne perd pas. Voilà, Petrosen ne perd pas. Parce que c'est normal, les investissements pétroliers sont des investissements à risque et souvent à perte. Et donc l'État du Sénégal n'a pas les moyens financiers d'effectuer des travaux d'exploration. Parce que rien que le budget des travaux d'exploration vaut plus que le budget du ministère de l'Éducation nationale. Donc ça veut tout dire. Et donc pour revenir à votre question, quand Petrotim a signé le contrat avec l'État du Sénégal, il a eu les 90% des parts. Et peu après, il a cédé ses parts, ce que la loi lui autorise. Il a cédé la majorité et l'intégralité de ses parts à Frank Timis Corporation. Donc Frank Timis s'est retrouvé avec les 90% que Petrotim avait. Et Frank Timis, à son tour, a cédé 60% de ses parts à Cosmos. Et donc, on s'est retrouvé dans des sessions, dans des sessions de titres miniers d'hydrocarbures. Et là où il y a eu la polémique, c'était il y a certains qui disaient que ces transferts de cession auraient dû faire l'objet de paiement d'impôts. En d'autres termes, les conséquences fiscales devaient être tirées de ces cessions-là. Et une autre branche qui affirmait que non, ces cessions-là ne peuvent pas faire l'objet ne peut pas faire l'objet, fonde cet avis-là en se disant que l'achat des titres miniers d'hydrocarbures font partie des opérations pétrolières. Est-ce qu'il devait y avoir un retour financier? À mon avis, non. Déjà, premièrement, l'État n'a pas exercé son droit de préemption parce qu'il n'en a pas les moyens. Deuxièmement, pour moi, les titres de commerce, les titres miniers sont des titres de commerce et donc ne rentrent pas dans le champ des opérations pétrolières. Par conséquent, les conséquences fiscales auraient dû être tirées. Après, c'est mon humble avis. Chacun peut avoir son avis, vu qu'il y a des camps. Mais non, par rapport à ça aussi, il y a quelque chose qui est assez nouveau au Sénégal, dont personnellement j'ai fait la découverte il n'y a pas longtemps, l'ITIE. Oui. Peux-tu nous parler un peu de l'ITIE? Alors, l'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Elle met en place certaines normes qu'un pays adhérent doit respecter, notamment dans la gestion transparente et éthique des ressources naturelles. Le Sénégal y a adhéré et selon le rapport ITIE, dans son rapport de conciliation, il estime que c'est l'un des pays qui respecte le mieux sa norme et c'est l'un des pays qui est le mieux gouverné en matière de bonne gestion, en matière de gestion éthique et transparente. J'ai vu d'ailleurs dans le site de l'ITIE tous les contrats, toute la documentation. Voilà, parce qu'il y a une obligation légale pour l'État du Sénégal de publier tous les contrats pétroliers signés entre les compagnies pétrolières. Je pense qu'on a fait le tour de ce domaine qui est assez complexe. Oui, bien évidemment. Qui est assez complexe, mais au moins qui mérite d'être mis au devant de la scène, surtout aussi par un jeune, ce qui est rare. Je pense qu'il y a pas beaucoup de jeunes qui s'y connaissent vraiment, ce qui a félicité aussi. Et vu qu'on est à la fin de l'émission, à ton avis, qu'est-ce que l'État doit faire pour augmenter la transparence et la bonne gestion de ce domaine? Pour moi, il n'y a pas de secret, parce que j'ai tendance à penser que les pays les mieux gérés en matière de ressources naturelles sont les pays les mieux informés. Et pour moi, la bonne gestion passe d'abord par l'information et par la transparence, et surtout la bonne information. Faut que la population sénégalaise soit mieux informée, et ça, c'est le rôle de la société civile. Mais la société civile aussi doit inclure la société civile. Exactement, parce que c'est une obligation communautaire. Parce que la CEDEAO a pris une directive en ce sens et reconnaît même à travers cette directive reconnaît l'importance de la société civile dans la contribution du développement local. Et donc,
cette directive-là, pour moi, doit être respectée par l'État du Sénégal pour inclure la société civile dans les processus et dans les orientations stratégiques prises en matière de pétrole et de gaz. Le tour a été fait et franchement, j'ai appris beaucoup de choses. C'est l'essentiel. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère qu'aussi mes amis, les Rahou, les Philippe, les Sas, ont appris suite à cette émission beaucoup de choses concernant ce domaine qui est complexe mais aussi très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Très intéressant. En tout cas, je vous félicite et, Merci. et espérons que le doctorat, que tu vas finir dans combien de temps? On va dire dans 4 ans, Dans 4 Inch'Allah. En 2023, Inch'Allah. Aux environs. En plus, ça tombe au moment où on va commercialiser le pétrole. Donc, espérons que tu feras partie donc de ces teams qui vont gérer carrément on verra nos bien. ressources naturelles. On verra bien. Il nous faut aussi l'expertise nationale et ça fait plaisir de voir nos jeunes qui s'y connaissent vraiment. Et par rapport à ça, le mot de la fin. Le mot de la fin, j'exhorte à la jeunesse de plus s'intéresser à ce domaine parce qu'il s'agit d'un domaine qui est amené à influencer leur avenir, surtout d'un point de vue économique. Et donc de mieux se renseigner, de mieux s'informer afin de ne pas aussi laisser les dirigeants faire ce qu'ils veulent. Et c'est très important. Parce que du moment qu'on a une population informée, les personnes habilitées à prendre des décisions prendront en compte ce fait et de ce fait éviteront de prendre certaines décisions houleuses ou des décisions sujettes à polémique. En tout cas, ça fait un plaisir, comme je l'ai dit. Le plaisir est amplement partagé. Ainsi prend fin votre émission Tête à Tête, qui a été tournée encore une fois au restaurant Tandem. On remercie M. François de nous donner l'occasion, de nous donner la possibilité de tourner nos émissions dans ces locaux. Remerciement aussi à l'équipe technique de Tête à Tête, de CG+, Grand Série, Philippe, Rahou, Sas, toute l'équipe technique, DK Vitz, Aladin Vaisen, ainsi de suite, whatever. Et Gladys aussi, notre maquilleuse professionnelle. Peace et à la semaine prochaine. Merci.